Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous explorons le premier récit de la Genève, mais sous un angle un peu différent, en nous appuyant sur une étude de Thierry Born. L'idée, c'est de regarder au-delà de la simple lecture chronologique. Tout à fait. L'objectif ici, c'est de mettre en lumière ce qu'on pourrait appeler l'architecture cachée du texte. On a souvent l'impression d'une narration simple jour après jour, mais en réalité, une analyse plus poussée révèle une structure, une ingénierie textuelle assez remarquable. La forme ici porte vraiment du sens. Notre mission d'aujourd'hui sera donc de découvrir cette structure sous-jacente. Alors pour commencer, rappelons peut-être la base, la structure la plus évidente, celle des 7 jours. Alors rapidement, jour 1, on a la lumière séparée des ténèbres. Jour 2, le firmament qui sépare les eaux d'en haut et d'en bas. Jour 3, l'apparition de la terre sèche, la distinction d'avec les mers, et puis la végétation. Ensuite, jour 4, les luminaires dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Voilà. Jour 5, place aux créatures qui peuplent les eaux et le ciel, donc poissons et oiseaux. Jour 6, les animaux terrestres, et puis l'être humain créé homme et femme. Et le fameux jour 7, le repos. Le Shabbat divin. Exactement. Bon, cette structure en 7 jours, c'est notre point de départ. Mais l'analyse de Thierry Born nous invite à y voir une première distinction, n'est-ce pas? Absolument. Si on prend comme critère l'activité créatrice de Dieu, on voit tout de suite une rupture. Les 6 premiers jours sont marqués par des actions. Dieu dit, Dieu fit, Dieu vit, etc. Oui, une activité constante. Alors que le 7e jour est défini par l'absence de cette action, le texte parle de cessation, de chômage divin si on peut dire. Ça nous donne donc une première structure assez simple, binaire, 6 jours d'activité d'un côté, un jour de non-activité de l'autre. D'accord, 6 plus 1. Mais le texte ne commence pas exactement au jour 1 avec la création de la lumière. Tout à fait. Le récit débute par la description d'un état initial. Je cite, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. C'est un état avant l'action organisatrice de Dieu. Et comment on intègre ça, cet avant? Eh bien, justement, en le prenant en compte, on passe de cette structure binaire 6 plus 1 à une structure ternaire, toujours basée sur l'action divine, mais en 3 temps. D'abord, le temps avant l'action créatrice-organisatrice. C'est l'introduction, en quelque sorte. D'accord, Ensuite, le temps pendant l'activité créatrice, ce sont les 6 jours où Dieu agit. C'est le cœur du récit. logique. Et enfin, le temps après l'action créatrice. Le 7e jour, le repos qui vient conclure et sanctifier l'œuvre. Donc on passe d'une lecture en 7 jours à une vision à 3 temps. Qu'est-ce que ça change concrètement, cette perspective? Cette structuration met en avant les 6 jours d'activité, car c'est pendant ces 6 jours que tout se joue, que tout se crée et s'organise. L'introduction et la conclusion encadrent et valorisent ce moment central de création. Je vois, l'action divine est vraiment au centre. Et pour analyser ces jours, l'auteur propose de changer de critère d'unité. On ne va plus se baser sur les jours, c'est ça? Exactement, on va prendre comme critère d'unité les phases d'activité créatrice de Dieu. L'idée, c'est d'identifier chaque séquence d'action divine qui mène à une création spécifique et qui forme un tout cohérent. Une phase, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Une phase typique, ça comprend l'ordre, que la lumière soit, l'exécution, et la lumière fut. Souvent une évaluation, Dieu vit que cela était bon. Et parfois une action d'organisation ou de nomination, comme séparer la lumière des ténèbres ou nommer le jour et la nuit. C'est un bloc d'action complet en fait. D'accord. Du coup, le découpage du récit est différent. Si on applique ce critère, combien de phases trouve-t-on? C'est là une des premières surprises de l'analyse. On dénombre non pas 6, mais 8 phases créatrices distinctes à l'intérieur de ces 6 jours. 8 phases, donc, pour 8 créations spécifiques. Tout à fait. Alors, énumérons-les pour être clairs. Phase 1, La lumière, phase 2, le ciel, le firmament qui sépare les eaux, phase 3, la terre ferme, le sec qui émerge des eaux, phase 4. la végétation. Phase 5, luminaire, donc soleil, lune, étoile. C'est ça. Phase 6. Ici, on a les créatures aquatiques et les oiseaux. Ils sont créés ensemble dans le même mouvement, la même phase. D'accord, une seule phase pour les deux. Phase 7. Les animaux terrestres, Et la dernière, phase 8. l'être humain, homme et femme,
Donc on a bien 8 actes créateurs distincts, mais ils sont contenus dans le cadre des 6 jours. Ça pose une question de structure, non? Comment ces 8 phases s'indriquent-elles dans les 6 jours? Absolument. Et c'est là que l'architecture du texte se révèle véritablement fascinante. Pour le comprendre, il faut regarder comment ces phases sont réparties jour par jour. Voyons ça. Jour 1, Une seule phase pour la lumière. jour 2 Une seule phase aussi pour le ciel. et jour 3. Là, on a deux phases. Une pour la terre ferme et une pour la végétation. D'accord. Et pour les jours suivants, 4, 5 et 6? Eh bien, c'est exactement le même schéma qui se répète. Jour 4, une phase pour les luminaires. Jour 5, une phase pour les créatures marines et les oiseaux. Jour 6, deux phases. Une pour les animaux terrestres et une pour l'être humain. Intéressant. On a donc 1, 2 et encore 1, 2. La répétition structurelle est très nette. Ça suggère très fortement une organisation en 2 temps, non? Précisément, cette répartition met en évidence une structure parallèle très nette entre deux blocs de 3 jours. Jour 1 à 3 d'un côté, jour 4 à 6 de l'autre. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une logique thématique aussi si on met en parallèle les phases qui occupent la même position dans chaque bloc? Tout à fait. Et les correspondances thématiques sont pour la plupart assez évidentes. Regardons. La phase 1, c'est la lumière. La phase correspondante dans le second bloc, la phase 5, ce sont les luminaires. Le lien est clair. Les luminaires sont les porteurs de lumière. Logique. Ensuite? Phase 2, le ciel et la séparation des eaux. Sa correspondante, la phase 6, les oiseaux et les créatures marines. Là, on a une logique très nette d'habitat et d'habitants. Le milieu aérien et aquatique, créé dans la phase 2, est peuplé dans la phase 5. Habitat et habitants. D'accord. Ça marche aussi pour la suite? Oui, tout à fait. Phase 3, la terre ferme a pour correspondante la phase 7, les animaux terrestres. Même logique, l'habitat terrestre, créé en phase 3, est peuplé par ses habitants en phase 6. Ces 3 parallèles fonctionnent très bien. La lumière avec les luminaires, le ciel et les eaux avec les oiseaux et les créatures des eaux, et la terre avec les animaux terrestres. Mais il nous reste une paire, la phase 4, la végétation, et la phase 8, l'être humain. Là, la correspondance saute moins aux yeux, non? Comment l'analyse gère-t-elle cette apparente rupture de symétrie? C'est effectivement le point qui demande un peu plus d'attention, et c'est un des apports clés de l'analyse de borne. Pour retrouver une symétrie parfaite et cohérente sur l'ensemble, il propose une légère réorganisation thématique. Mais attention, une réorganisation qui se fonde sur le texte lui-même. L'idée est de voir si les phases 7 et 8, animaux terrestres et humains, ne pourraient pas être regroupées thématiquement. Sur quelle base? Sur la base de ce qu'ils ont en commun de fondamental dans le récit, leur lieu de vie, la terre ferme. Même s'ils sont décrits comme des créations distinctes, ils partagent le même habitat. D'accord. L'analyse propose donc de les considérer ensemble comme une seule unité thématique élargie. Appelons-la unité 7, les êtres vivants terrestres. Et là, cette unité 7 élargie correspond parfaitement à l'unité 3, la terre ferme, en suivant la logique habitat-habitant qu'on a vue juste avant. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met à la 8e place? Et comment faire le lien avec l'unité 4, la végétation? Il manque quelque chose. Il faut chercher dans le texte qu'est-ce qui concerne la végétation, mais qui n'a pas encore été pris en compte, et qui peut être considéré comme un acte à part entière. Eh bien, si on regarde attentivement la fin du jour 6, après la création de l'homme et de la femme, il y a un passage spécifique. Genèse 1, versets 29 et 30. Vous voulez parler du passage où Dieu donne la végétation comme nourriture aux humains et aux animaux, c'est ça? Exactement. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant semence, et tout arbre ayant en lui du fruit. Ce sera votre nourriture. L'analyse propose de considérer ce don de la nourriture végétale comme la 8e unité thématique. Là, évidemment, on a une correspondance parfaite entre l'unité 8, la nourriture végétale, et l'unité 4, la végétation. Précisément, la symétrie est ainsi parfaitement restaurée, et on obtient alors une structure finale en deux actes rigoureusement parallèles, chacun composé de 4 unités thématiques. Et là, les correspondances terme à terme sont parfaites. 1 avec 5, lumière, luminaire. 2 avec 6, ciel et eau, habitants du ciel et des eaux. 3 avec 7, terre, habitants de la terre. Et enfin 4 avec 8, végétation, nourriture végétale. C'est d'une logique implacable. Quelle interprétation donner à cette structure en deux actes? Elle suggère une progression très ordonnée de la création.
L'acte 1, on pourrait dire, pose les cadres, les structures fondamentales de l'univers, les prérequis en quelque sorte, l'espace, le temps, les grands milieux, La mise en place du décor en quelque sorte. exactement. Et l'acte 2 vient ensuite remplir, animer, peupler ces cadres. Il crée les éléments complémentaires, ceux qui vont habiter et utiliser les structures mises en place dans le premier acte. On passe de la création des conditions de la vie à l'émergence et à l'organisation de la vie elle-même. Et l'étude détaille plusieurs différences caractéristiques entre ces deux groupes de création, n'est-ce pas? Oui, l'analyse pointe 4 différences notables qui viennent renforcer cette idée de dualité, de complémentarité entre les deux actes. La première, fondamentale versus complémentaire, on l'a déjà un peu vu. Acte 1, ce sont les bases, lumière, ciel, eau, terre, végétation. Acte 2, ce sont les ajouts, luminaire, être vivant, nourriture qui dépendent des premières pour exister ou pour fonctionner. D'accord, ça c'est clair. Deuxième différence? Deuxièmement, séparatrice versus séparée. Les entités de l'acte 1 apparaissent souvent comme le résultat d'un acte de séparation. La lumière sépare les ténèbres, le ciel sépare les eaux. La terre émerge en séparant les eaux d'en bas. Même la végétation, on peut dire qu'elle perce, qu'elle sépare la terre pour sortir. C'est un peu comme si ces entités apparaissaient du sein d'une autre entité. Voilà. L'auteur utilise même l'analogie de l'accouchement. Elle se fraye un chemin. À l'inverse, les entités de l'acte 2 sont présentées comme des éléments distincts, séparés les uns des autres au sein de leur groupe. Chaque luminaire, chaque être vivant, et même chaque élément qui constitue la nourriture végétale est une entité unique. La dynamique de leur apparition est différente. Troisième point, Troisièmement, en couple versus en ensemble. Les entités de l'acte 1 forment souvent un couple, une paire avec une autre entité, qu'elle soit mentionnée ou implicite. Lumière et ténèbres, ciel et eau qu'ils séparent, terre et mer, végétation et terre qui la portent. Elles existent en relation duelle. d'accord. Et l'acte 2? Les entités de l'acte 2 appartiennent plutôt à des ensembles, des classes. Les luminaires forment un ensemble, les différentes espèces animales appartiennent à des ensembles d'individus, et les éléments qui constituent la nourriture végétale forment également un ensemble. Et la dernière différence? Quatrièmement, fixe versus mobile. Les créations de l'acte 1 sont caractérisées par leur fixité. La lumière, lorsqu'elle apparaît, est un élément stable entre les limites que constituent le soir et le matin. Le ciel est une étendue fixe. La terre est stable par définition. La végétation est enracinée et fixée au sol. Et les créations de l'acte 2? L'acte 2, lui, est caractérisé par la mobilité. Les luminaires parcourent le ciel, les animaux et les humains se meuvent. La nourriture elle-même est destinée à être prise, déplacée, consommée. Ces quatre contrastes, fondamental, complémentaire, séparateur, séparé, couple, ensemble, fixe, mobile, dessinent vraiment deux types de créations très distincts et renforcent l'idée de ces deux actes successifs et complémentaires. Mais je crois que l'analyse de la structure ne s'arrête pas encore là, n'est-ce pas? Non, en effet, il y a une dernière couche de complexité. On trouve une structure en chiasme à l'intérieur de chaque acte de 4 unités. Un chiasme? Oui, c'est une structure en miroir, A, B, B', A', où la première unité est en relation sémantique avec la dernière et la deuxième unité avec l'avant-dernière. Par exemple, un pour tous et tous pour un. D'accord. Alors comment ça s'organise ici? Eh bien, pour le premier acte, l'analyse note que la lumière, unité 1, et la végétation, unité 4, appartiennent à une même catégorie, les éléments vitaux pour la vie des êtres vivants. De leur côté, le ciel et les eaux, unité 2, et la terre ferme, unité 3, constituent les habitats pour les êtres vivants. C'est très cohérent. On a bien notre structure en miroir. Et pour l'acte 2? De manière tout à fait logique, on retrouve la même structure puisque les unités de l'acte 2 correspondent à celles de l'acte 1. Les luminaires, unité 5, sont en relation avec la nourriture végétale, unité 8, puisque ces éléments participent au maintien de la vie. Effectivement. Ensuite, les créatures marines et les oiseaux, unité 6, sont logiquement en lien avec les animaux terrestres, unité 7, puisqu'ils appartiennent tous à la catégorie des êtres vivants. L'ensemble forme une architecture textuelle impressionnante. Mais quel est l'intérêt finalement? C'est un moyen de faire la distinction entre les éléments vitaux d'un côté et les êtres vivants et leur milieu de vie de l'autre. D'accord. Alors si on récapitule tout ça, on a un cadre global ternaire avec une introduction et une conclusion
qui encadre le cœur du récit, les 6 jours d'activité créatrice. Exactement, Et ces 6 jours s'organisent autour de 8 phases créatrices distinctes, regroupées en 2 grands actes parallèles de 4 unités thématiques chacun. tout à fait. Ensuite, les 4 unités du premier acte sont en correspondance terme à terme avec les unités du second. Absolument. Et pour finir, à l'intérieur de chaque acte, on découvre une structure en miroir qui regroupe les unités par affinité thématique. Voilà, c'est un excellent résumé de l'analyse. Bon, c'est assez vertigineux comme construction, une véritable mécanique de précision. Oui, c'est vrai. Mais cette structure n'est pas juste un jeu intellectuel ou une fantaisie artistique. Elle nous invite à voir la création comme un processus divin, ordonné, logique et cohérent. Chaque chose a sa place, tout est interdépendant. On passe méthodiquement d'un cosmos impropre à la vie à un cosmos viable et structuré où la vie peut s'épanouir. La forme sert à faire ressortir le fond, en quelque sorte. Tout à fait. La forme du récit, cette structure complexe, porte et renforce l'image d'un Dieu créateur et organisateur qui maîtrise chaque étape de sa création. Oui, lire attentivement la forme, pas seulement le contenu. Une invitation à poursuivre l'exploration, à ne jamais considérer ces textes comme entièrement sondés et à rester attentif à leur architecture profonde. C'est ça. Notre exploration d'aujourd'hui s'achève. Un grand merci pour cet éclairage détaillé et rigoureux sur la structure de ce premier récit de la Genèse. Avec plaisir. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration des récits de la Genèse.